Juste ici, on a la dernière fresque du parcours BD de Bruxelles. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elle parle d'éco-anxiété. On y voit une petite fille qui serre un bouquet de fleurs et s'y accroche de toutes ses forces, entre angoisse, mais aussi nostalgie. Et l'éco-anxiété, c'est pile poil ça en fait. On est beaucoup à se sentir terrifié quand on prend conscience de la gravité des crises climatiques, mais aussi de la biodiversité. Et voilà, honte, colère, peur, déprime, c'est un peu tout ça qui se cache derrière ce terme. On en parle à l'université de Louvain-la-Neuve avec un spécialiste de l'anxiété qui a d'ailleurs même lancé la première étude belge francophone sur notre thématique. Celui qui n'a pas d'anxiété, qui n'a jamais d'anxiété, pour moi, est une personne qui ment, c'est impossible. La pierre angulaire de l'anxiété, c'est quoi? C'est des situations d'incertitude. Et qu'est-ce qu'on a ici quand on parle de changement climatique? On a forcément énormément d'incertitudes sur quand est-ce que ça va se produire exactement, quelle sera la nature de l'impact, qu'est-ce qui va nous arriver, à moi, à mes proches, à ma famille. Et donc forcément, tout de suite, quand on pense à ça, incertitude, boum, ça active quelque part l'anxiété. Et donc l'éco-anxiété, quelque part, est une réponse tout à fait normale. Le problème, évidemment, c'est quand ça devient chronique, invalidant. Là, c'est un autre débat. L'anxiété ne sert plus sa fonction de base. Mais évidemment, si c'est une émotion passagère, qui est mobilisatrice, au contraire, il faut accueillir l'anxiété et se dire autant que j'en fasse quelque chose d'utile. Et il ne faut pas se dire je suis malade ou je deviens fou parce que j'ai de l'éco-anxiété ou de la colère ou plein de choses par rapport au changement climatique. Non, il faut transformer, en fait, bien utiliser cette énergie que donnent les émotions pour les mettre en action et leur laisser faire leur fonction. On l'a compris, l'éco-anxiété c'est naturel et même sain en fait. Mais bon, parfois ça peut aussi nous submerger complètement et c'est pas toujours facile de s'en sortir. Alors pour quelques conseils, on va voir Geoffrey. Ancien éco-anxieux, il a aujourd'hui notamment l'habitude d'accompagner des personnes et d'animer des cercles de parole autour du thème. Premier conseil, prendre du recul et changer de perspective. Il s'agit plutôt d'éco-sensibilité en fait. Être malade d'un monde malade, paradoxalement, c'est plutôt un signe de bonne santé. Si j'éprouve de la tristesse, c'est que j'ai de l'amour pour ceux que je suis en train de perdre ou que je vois souffrir. Si j'éprouve de la peur, c'est que je peux aussi prendre mon courage à deux mains et y aller. Si j'éprouve de la colère, c'est parce que j'ai soif de justice, d'un monde qui ait plus de sens. Donc il y a chaque fois un autre éclairage à donner par rapport aux souffrances vécues. Point 2, ne pas rester seul et en parler. C'est très important de ne pas rester seul avec ces sentiments qui ont plutôt la faculté de nous laisser dans l'impuissance. Le but c'est de s'ouvrir, alors soit d'en parler avec un professionnel de l'accompagnement qui connaît cette thématique de l'éco-sensibilité, soit de se regrouper avec des citoyens. C'est vraiment important de partager ces émotions avec des personnes qui vivent la même chose. Et enfin, se mettre en action. Derrière l'éco-sensibilité, il y a aussi beaucoup d'énergie qui ne demande qu'à sortir si elle est libérée. Il y a vraiment un moteur là pour se mettre en action aussi bien individuellement que collectivement. Une mise en action que nous pouvons voir comme une sorte de devoir, une responsabilité que nous avons en tant qu'humains et qui a deux grands avantages. Celui de garder la tête haute, mais aussi de transformer notre anxiété en quelque chose de positif.